Il faut avoir peur, en fait, Jean-Yves Le Drian. Non, il faut pas avoir peur, il faut être déterminé. Il faut montrer sa force, il faut dissuader, parce que si on a peur, on est fragile. Le service militaire obligatoire revient en France. Mais pourquoi maintenant? Ce que Macron et son gouvernement ne vous disent pas pourrait bouleverser tout le pays. Aujourd'hui, nous allons écouter un témoin clé, Jean-Yves Le Drian. Nous avons toutes les raisons d'être forts, à condition de mobiliser nos moyens pour cela. Donc il faut être déterminé, lucide dans l'analyse, lucide dans le fait que la menace est là. Elle n'est pas là uniquement en Ukraine, elle est là aussi à nos frontières, elle est là aussi aux frontières de l'Europe. Il y a des ingérences, il y a sans arrêt une présence russe qui se manifeste, soit sous les mers, soit par des vols d'avions à proximité de nos côtes. Il y a l'action cyber qui est développée, il y a les actions sur informatique et les luttes menées dans le cadre de la cyber ou dans le cadre de fake news qui sont développées. Tout ça, c'est une menace pour nous. Il faut donc être lucide sur la menace, être fort dans la réponse, mais ne pas avoir peur, parce que le but mené par la Russie, c'est précisément de nous fragiliser et de nous intimider. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas intimider. Vous avez vu, à la limite, les phrases assez fracassantes du chef d'état-major des armées, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les réactions. Vous avez vu les réactions en France de la plupart des politiques qui disaient mais c'est terrible, il est en train d'effrayer, c'est un vache en guerre. C'est ça qui vous inquiète aussi, c'est qu'on ne soit pas plus déterminé? Moi, je crois qu'on est déterminé, mais je ne suis pas sûr que tous les commentateurs du discours du chef d'état-major des armées aient lu le discours en entier. Parce que ce discours a une tonalité extrêmement forte pour rassurer les Français, pour leur montrer les efforts qu'il faut mener, et pour les alerter sur la gravité de la menace. Quand Le Drian affirme. Non, il ne faut pas avoir peur, il faut être déterminé. Ce n'est pas un simple mantra rassurant. C'est un message militaire, un message dirigé vers Moscou. Pourquoi maintenant? Parce que ces derniers mois, la Russie a multiplié les actions hybrides. Survols agressifs, incursions navales, cyberattaques massives, campagne de désinformation ciblée, pression sur les frontières de l'OTAN. Le Drian décrit cela explicitement. Nous n'avons pas peur. C'est ça, c'est dire aussi la nation française est debout. Ce sont des tests de résistance comme pendant la guerre froide. L'objectif? Identifier les failles, les lenteurs, les divisions européennes. Sa phrase est essentielle. Elle signifie que la peur est une arme et qu'en ce moment, l'Europe y est vulnérable. Lorsqu'il soutient le service militaire volontaire, le message est double. À l'extérieur, envoyer un signal de force et de préparation essentiel face à Moscou. À l'intérieur, recréer une culture stratégique. Car Le Drian sait que la force militaire ne suffit pas. Il faut une population prête psychologiquement. Historiquement, les pays qui résistent sont ceux qui sont mentalement préparés, pas ceux qui crient au plus fort. Sur notre propre résilience, notre propre manière d'être nation. C'est un mot choisi. Il dit que ce document sert les intérêts russes, mais reçoit la bénédiction américaine. Cela révèle 3 choses. Un Trump veut un résultat rapide, pas un accord durable, une victoire personnelle, un succès médiatique. 2 Poutine veut gagner du temps. Le Drian est clair. 3 L'Ukraine serait sacrifiée car le texte propose démilitarisation, neutralisation, cession territoriale, abandon de l'OTAN. C'est la stratégie russe depuis 2014, Le Drian le répète. Poutine a 4 objectifs et il n'a pas bougé du tout depuis 4 ans. 4 objectifs, c'est démilitariser l'Ukraine, c'est occuper et s'approprier une partie du territoire ukrainien, c'est de renverser le gouvernement et de faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. Pour une tonalité extrêmement forte pour rassurer les Français, pour leur montrer les efforts qu'il faut mener, et pour les alerter sur la gravité de la menace. Mais assurer la gravité ne veut pas dire avoir peur. Et pour rappeler aussi que le rôle des armées, c'est de nous défendre. Et lorsque on a souligné un des aspects de son discours, on a oublié que cette référence aux enfants de la France venait juste après une description de la jeunesse de nos armées. Et c'est la force de nos armées que d'aujourd'hui s'adapter à la nouvelle donne de la menace sur notre propre résilience, notre propre manière d'être nation. Et donc c'est cette affirmation-là qui est essentielle aujourd'hui. Vous êtes confiant? Oui, je suis confiant de la prise de conscience et je suis confiant aussi dans la solidité de nos armées. J'ai été ministre de la Défense pendant 5 ans sous le président Hollande et j'ai pu voir comment nos armées étaient fortes, déterminées, engagées, professionnelles, et qu'elles étaient aujourd'hui en phase d'adaptation, puisque les dangers et les menaces ne sont plus les mêmes que celles que nous avions à ce moment-là. La question d'un service militaire
volontaire. On en aura tous les détails tout à l'heure. Ce sera annoncé à midi par le président de la République. Ça vous paraît une bonne nouvelle, une Ça belle fait annonce? partie de la dissuasion. Pour être fort, il faut dissuader. Pour être fort, il faut dire ne viens pas chez moi, je suis plus fort que toi. Et donc le fait de rétablir d'une certaine manière un service national volontaire, c'est de montrer que la nation est déterminée. Au-delà du fait qu'il faut aussi renforcer nos propres armées. Et si j'ai bien compris ce qui est annoncé, le président de la République insistera sur le côté militaire de cet engagement. Et cet engagement correspond d'ailleurs aussi à une certaine attente des Français. Quand on regarde que près de plus de 2 tiers des Français souhaitent le rétablissement du service militaire obligatoire, là nous sommes sur le service militaire volontaire qui permettra non seulement de renforcer nos propres forces, parce qu'il faut faire masse pour montrer notre détermination, mais qui servira aussi à faire en sorte que la réserve opérationnelle, qu'il faut aussi renforcer, sera régulièrement abondée par ces jeunes qui auront fait leur service militaire optionnel. Ça veut dire quand même que l'idée, là, c'est d'envoyer un message aux Russes en leur disant « nous n'avons pas peur ». C'est ça, c'est dire aussi la nation française est debout, elle préserve ses propres intérêts, nous avons une armée qui est forte et nous avons une solidarité nationale sur ces objectifs qui est tout à fait déterminée. Il y a cette discussion qui commence à voir le jour, qui devrait se manifester la semaine prochaine, d'un accord entre la Russie et l'Ukraine. On a quand même l'impression que ce sont les États-Unis qui mènent la danse, que les Européens sont observateurs, on tente de peser un peu. Est-ce qu'on est sorti du jeu? Ah non, on a pesé beaucoup. On pèse après. Le problème, c'est que le président Trump prend des initiatives. Le texte qui a été proposé, les 29 points, semblent manifestement des textes venus de Russie, habillés à la mode américaine. Et je trouve que la subtilité de ce premier envoi était très forte, puisque c'est à la fois les grands objectifs que le président Poutine assigne à son action en Ukraine, et tout ça matiné un petit peu de business pour faire bien et pour le faire accepter par Trump. C'est un texte trumpo-poutinien qui a été proposé. On le voit bien. Parce que, en fait, depuis le début, les 4 objectifs sont les mêmes depuis 4 ans. C'est ce qu'il appelle, lui, les causes essentielles, les principes fondamentaux qu'il faut examiner avant tout cessez-le-feu. Il ne bouge pas d'un millimètre. Il n'a pas bougé d'un millimètre à Anchorage. Il n'a pas bougé d'un millimètre lorsqu'il y a eu des initiatives diverses qui ont été prises à cet égard pour essayer de discuter. Il ne bouge pas. Mais ça veut dire que nous n'avons jamais réussi, nous aussi, à le faire bouger. Il ne bouge pas parce qu'il n'est pas pressé. Si les Ukrainiens... Parce que, quand même, ça fait 4 ans que l'Ukraine se bat. Toute seule. Avec, certes, des armements que nous leur fournissons, mais c'est exemplaire. On aurait dû faire plus. C'est pour ça que lorsque vous me disiez tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur, mais pourquoi est-ce qu'on aurait peur alors que l'Ukraine, là, se bat contre celle qui était réputée comme une superpuissance militaire et arrive à faire en sorte qu'en 4 ans, les Russes ont pris quoi, 2% du territoire ukrainien. Mais il ne peut pas bouger. Poutine ne bougera pas. Poutine a le temps devant lui. Et le président Trump ne l'a pas. Le président Trump veut des résultats immédiats, peu importe après les conséquences, et Poutine n'accepte pas les prérogatives ukrainiennes, et donc du même coup, il ne bouge pas. Alors que faut-il faire? Que devrait faire renforcer l'Ukraine. C'est ce que nous faisons. Et j'observe, j'ai une interrogation, là, pour l'immédiateté. C'est de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Quel plan va être proposé à Poutine? Est-ce que c'est le plan de départ, qu'il a en partie rédigé? Je vous l'ai dit, matiné d'un peu de business? Ou est-ce que c'est le plan rectifié à la demande des Européens et avec l'action de la France à Genève les jours derniers, qui est un peu contradictoire, si c'est le moins qu'on puisse dire, avec les orientations du premier plan? Est-ce que Poutine va l'accepter ou pas? Moi, j'en sais rien, mais je suis assez tenté de dire que non. Et donc, à ce moment-là, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. La soutenir de toutes les manières. La soutenir en renforçant son armée, la soutenir en l'aidant financièrement et la soutenir en affirmant que s'il y a un cessez-le-feu, nous sommes en mesure d'apporter des garanties de sécurité pour que ce cessez-le-feu ne soit pas un faux cessez-le-feu. Il faut le dire plus clairement. Je pense que nous le disons avec force, les uns et les autres. Et le fait qu'il y ait eu cette coalition des volontaires, qui s'est réunie mardi sous l'initiative et du président Macron et du Premier ministre britannique, qui regroupe 35 pays,
c'est une coalition importante, parce que ça veut dire que ces pays-là s'engagent à garantir la paix en Ukraine, si d'aventure il y avait un cessez-le-feu. Donc c'est une force nouvelle. Et la nouveauté aussi, mais j'ai du mal à apprécier ce que cela signifie pour la suite, c'est que les États-Unis ont accepté qu'il y ait une espèce de task force entre les États-Unis et la coalition des volontaires pour envisager comment les garanties de sécurité seraient apportées à l'Ukraine. Mais garantie de sécurité, ça veut dire d'abord cesser le feu. Et aujourd'hui, Poutine n'en veut pas. Jean-Yves Le Drian, lorsque l'on entend les mots du ministre de la Défense allemand qui dit que certains des experts estiment que la Russie est prête, sera peut-être même prête dès cet été, à reconstituer l'ensemble de ses forces et donc à pouvoir frapper. Il ajoute même, certains pensent que nous avons peut-être passé notre dernier été en paix. Quel est l'intérêt de la Russie à nous taper? Quand je dis nous, c'est l'Europe, l'OTAN. La Russie a pour objectif, Poutine a pour objectif de retrouver l'empire russe, de retrouver l'empire soviétique. Moi, l'image la plus forte que j'ai, c'est cette arrivée de mon ancien collègue Lavrov à Anchorage. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il arrive à Anchorage, généralement c'est un monsieur qui est bien habillé. Il arrive avec ce sweatshirt. Il arrive avec le sweat et Union soviétique. Tout est dit. Et il le fait exprès. La Russie veut retrouver l'empire, quel que soit le moyen. Ça a commencé par la Géorgie, ça continue par l'Ukraine. Ça veut dire aussi l'intimidation à l'égard des pays baltes. Ça veut dire demain peut-être la Moldavie. Bref, il y a cette volonté-là qui est permanente et qui... Vous n'avez pas de doute sur sa volonté? Vous n'avez pas de doute sur Absolument sa volonté? C'est-à-dire qu'il ne faut pas douter, il ne faut pas se dire il pourrait être tenté de... Non, c'est ça la réalité. Il est déterminé. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est aussi que la Russie est devenue un pays complètement militarisé, un pays à l'économie de guerre forte, un pays qui ne tient que par l'économie de guerre et que ils sont très liés. La responsabilité de Poutine, le leadership de Poutine et l'économie de guerre vont ensemble. Si l'un tombe, tout tombe, et donc cela se poursuivra. D'où la nécessité de renforcer notre défense, notre sécurité, et de prendre les initiatives nécessaires à cet égard. C'est ce qu'on fait, y compris le service national. Une défense européenne, à proprement parler, on n'y est toujours pas. Oui, mais on avance. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les Européens se sont rendus compte, progressivement, que la sécurité apportée par les États-Unis n'était peut-être pas automatiquement garantie. Il y a eu un moment clé dans cette affaire. C'est au mois de février 2025 de cette année, lorsque, aux Nations Unies, pour la première fois, sur le constat de l'agression russe en Ukraine, les États-Unis ont voté avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Là, il y a une rupture. Et cette rupture se poursuit par cette proposition de plan de paix de Trump, première mouture, pour l'instant c'est celle qui était sur la table, qui montre comment cette complicité, cette complaisance avec la Russie était manifeste. Et donc cette rupture-là a été forte. Et on peut se demander, les Européens peuvent se demander légitimement, eh bien notre sécurité, elle dépend d'abord de nous. Et donc il faut renforcer notre effort de défense. C'est ce que les Européens ont fait. Il faut renforcer notre interopérabilité. C'est ce que les Européens sont en train de faire. Et donc il y a la nécessité de renforcer le pôle militaire, le pôle européen de l'OTAN. C'est ce qui est en train de se faire. C'est un peu lent, mais la prise de conscience est réelle. Il y a une question qui, dans la concomitance de l'agenda, me frappe. Aujourd'hui, il y aura une proposition LFI à l'Assemblée pour nationaliser ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est notre acier. À l'époque où j'ai commencé à être reporter politique, c'est aujourd'hui les 20 ans de BFM, j'avais accompagné François Hollande et il me semble même que vous y étiez à Florange. C'était déjà cette question-là. C'était déjà la question de l'acier. C'est pas seulement une question d'emploi, c'est désormais une question de souveraineté. Oui. Est-ce que on n'est pas un peu schizophrène? C'est-à-dire d'un côté on dit comme vous, on doit renforcer notre arsenal, on doit montrer qu'on n'a pas peur, on doit leur montrer qu'on est fort, et de l'autre, effectivement, on est en train de se priver des outils de notre indépendance. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai puisque cette prise de conscience-là se traduit aussi par la volonté d'affirmer l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne. C'est un concept nouveau. Auparavant, on ne parlait pas comme ça. Quand on parle maintenant d'un plan de réindustrialisation européenne, c'est tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, les Européens ont vécu peut-être dans cette espèce d'atmosphère un peu paradisiaque par laquelle finalement le commerce allait tout régler et On a été naïfs. oui, je pense. Mais on ne l'est plus.
Et je pense qu'on l'est de moins en moins, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine. Mais en ce qui concerne les enjeux militaires strictement parler, je pense que l'évolution est extrêmement rapide et va se conforter. Mais sur et d'une certaine manière, le président Trump nous aide à nous conforter nous-mêmes. Et c'est parce qu'il faut qu'on assume nous-mêmes notre propre sécurité. Il y a un schisme transatlantique aujourd'hui. Qui s'est manifesté à plusieurs reprises depuis l'arrivée de Trump. Vous parlez d'un schisme. Je parle d'un schisme. Pour vous, il y a une vraie séparation. Je ne dis pas encore qu'il y a une inversion d'alliance, mais lorsque je vois les déclarations du Trump et le programme Trumpo-poutinien qui nous est proposé sur l'Ukraine, je dis oui, il y a une rupture. Vous redoutez qu'on soit en chemin vers une alliance, une véritable alliance, non plus Europe-États-Unis, mais États-Unis-Russie. Il y a au moins une complicité. Elle s'est manifestée par un vote aux Nations Unies, pour la première fois dans l'histoire. Je parlais de ce qui se passe au Parlement. Jean-Yves Le Drian, vous avez été l'un des plus expérimentés des socialistes, maire, député, président de la région Bretagne. Vous êtes l'un des premiers à vous être engagé aussi pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quand vous voyez la fin de règne qui s'installe dans ce pays, comment vous jugez la fin du macronisme ? Je pense que la perspective stratégique du deuxième quinquennat n'a pas été suffisamment clarifiée par le président à ses débuts. Et ensuite, il y a eu ces atermoiements et les interrogations sur la manière de mener la réforme des retraites. Mais je pense aussi que le président s'est montré au niveau international la vision qui est la sienne. Et je trouve que lorsqu'on fera le bilan, son engagement au niveau européen, au cours du deuxième quinquennat, et son engagement au niveau international aujourd'hui pour la paix sera reconnu et mis à son débit positif, si j'ose dire, parce qu'il est aujourd'hui une espèce de référence au niveau international. Je le constate dans tous les déplacements que je peux faire. Donc je n'ai pas ce regard aussi négatif que ce que vous dites tout de suite sur le deuxième quinquennat. Vous n'estimez pas que c'est une fin de règne? C'est ce mot-là qui vous a choqué? Je ne crois pas. Le président est en fonction. Là, sur la crise ukrainienne, il agit avec beaucoup de fermeté et d'initiative. Il est au rendez-vous de l'histoire. C'est son rôle. Deux questions encore que je voudrais vous poser sur l'Algérie et sur le Liban. Sur l'Algérie, on le sent bien, on est dans un moment où le président, le gouvernement essaye une sorte de rapprochement, en tout cas de réchauffer les relations. Est-ce que vous y croyez et quelle est la position qui, à vos yeux, est la plus saine et la plus féconde? La difficulté, c'est de savoir comment évolue l'Algérie elle-même. C'est toujours été assez aléatoire. Comment lire l'évolution politique de ce pays auquel nous sommes légitimement attachés. Mais c'est réciproque aussi. Il y a une partie je t'aime moi non plus dans cette relation. Je pense qu'il est souhaitable et pour les uns et pour les autres qu'il y ait des relations normalisées. Ce n'est pas encore le cas et j'espère que les petits pas qui sont effectués aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur porteront leurs fruits. Ce ministre de l'Intérieur-là, j'ai bien compris, c'est-à-dire cette nouvelle façon de faire. Il a une expérience de la relation avec l'Algérie, je l'avais aussi, il faut la cultiver, la faire à petits pas et essayer de trouver des rapports assainis. Jean-Yves Le Drian, je le disais, vous êtes aussi l'envoyé sur les questions du Liban. Vous avez d'ailleurs la semaine dernière rencontré l'équipe du pape à Rome parce que le pape va faire une visite historique au Liban, en Turquie. Est-ce que vous estimez que ce pays qui est en éternelle crise est en train de voir le bout du tunnel? Il y a eu des espoirs. Lorsque, au début de cette année, le Liban a mis fin à la crise institutionnelle, il y a eu l'élection d'un président, le président Aoun, il y a eu la nomination d'un gouvernement, qui est un gouvernement très très volontariste, qui a engagé des réformes qui étaient absolument nécessaires et qui avaient beaucoup tardé au Liban, puisque ce pays est en très grosse difficulté financière, voire en déroute financière. Bref, ce mouvement-là a eu lieu, il y a eu des espoirs et aujourd'hui, il y a des inquiétudes. J'ai des inquiétudes. Je vais m'y rendre prochainement. J'ai des inquiétudes pour plusieurs raisons. D'abord parce que les réformes engagées patinent, pour des tas de raisons qui seraient trop longs d'expliquer ici, mais par des rivalités internes et par finalement une volonté qui s'érode. La situation risque d'être difficile parce que le principe de base qui avait été affiché fortement par le président Aoun, qui est que le monopole des armes est le monopole de l'État et qu'il n'y a pas de raison d'avoir
des milices autres, en particulier celle du Hezbollah, et qu'il faut faire en sorte que le monopole des armes soit respecté. Ce mouvement-là met du temps à se mettre en œuvre. Et puis troisièmement, il y a toujours des frappes israéliennes qui jouent sur le fait que le monopole des armes pour l'État n'est pas respecté, que le Hezbollah est toujours dangereux et qu'il continue à frapper en contradiction avec le cessez-le-feu qui avait été élaboré à la fin de l'année dernière. Donc, intégrité... Nous entrons dans une décennie où la stabilité n'est plus garantie. L'Europe doit se renforcer, s'unir, comprendre que le monde change et accepter que la sécurité n'est plus automatique. Et la question à la fin est simple, sommes-nous prêts ?